Oui, c'est Emma, merci. Alors, bonjour à tout le monde. Alors, si vous m'entendez, envoyez-moi un message. On va commencer. Vous êtes là? S'il vous plaît, envoyez-moi un message. Vous m'entendez? Très bien. Alors, on va commencer. Et avant de commencer donc les travaux pratiques proprement dit, alors on va terminer une partie du cours. Donc, hier, donc, on s'est arrêté au coefficient de dissociation. Alors, on va terminer d'abord cette partie du cours. Donc, le coefficient de dissociation. Alors, lorsqu'une substance subit en milieu homogène une dissociation équilibrée, il est commode de caractériser l'état d'équilibre par un nombre alpha. Alpha est appelé coefficient de dissociation au degré d'avancement d'une réaction. Il est défini comme suit. Alors, alpha, c'est le nombre de moles dissociés sur le nombre de moles initial ou bien le nombre de moles total. Alors, il en résulte que alpha doit être compris entre 0 et 1. Alpha, donc supérieur à 0 et inférieur à 1. Donc, lorsque alpha égale à 0, la réaction n'a pas encore démarré. Lorsque alpha égale à 1, et donc il s'agit d'une réaction complète. Lorsque alpha est compris entre 0 et 1, la réaction est incomplète. Donc, on met en évidence le coefficient de dissociation alpha dans l'écriture des réactions de la façon suivante. Donc, on dispose sous les substances du nombre de moles ou les concentrations à l'état initial et à l'état d'équilibre. Donc, partant de n moles d'une substance AB qui se dissocie en A et B. Donc, si n' est le nombre de moles dissociés à l'équilibre, on a par définition, donc alpha égale à quoi? C'est n' sur n. Donc, n', le nombre de moles dissociés égale à quoi? C'est alpha n. Donc, on va prendre un exemple. Donc, AB, une substance qui va se dissocier pour donner deux composés, A et B. Donc, à l'état initial, donc on a n nombre de moles, c'est le nombre de moles total. La réaction n'a pas encore démarré, donc pour les produits, on a 0 et 0. À l'équilibre, donc on trouve n moins n', c'est le nombre de moles restant. N, c'est le nombre de moles total, moins n', c'est le nombre de moles dissociés, donc n moins n'. N', on va le remplacer par n alpha, n moins n alpha. Donc, on va faire sortir n comme facteur commun, donc on obtient n a moins alpha. Pour les produits, donc, il apparaît le nombre de moles qui a été dissocié, et il apparaît dans les produits, donc on trouve n', donc on la remplace par n alpha, n alpha. Maintenant, application biomédicale de l'équilibre chimique. Donc, après notre naissance, nous inhalons de l'air et celui-ci entre dans nos poumons. Donc, il diffuse alors dans les capillaires et entre en contact avec le sang. À l'intérieur des globules rouges, l'oxygène réagit avec une protéine appelée l'hémoglobine. Donc, pour donner l'oxyhémoglobine suivant la réaction d'équilibre, donc l'hémoglobine plus l'oxygène, ça nous donne l'oxyhémoglobine. Donc, la réaction, il s'agit d'une réaction réversible, réaction qui se déroule en deux sens. Donc, sens 1 et sens 2. Sens 1, c'est le sens de synthèse ou bien de formation de l'oxyhémoglobine. Sens 2, c'est le sens de dissociation de l'oxyhémoglobine pour donner l'hémoglobine et l'oxygène. Alors, donc, sens 1, c'est la réaction, donc on vous donne delta H qui est inférieur à 0. Donc, il s'agit d'une réaction exothermique dans le sens 1 et une réaction inversement endothermique dans le sens 2. Donc, à laquelle correspond à 37 degrés une constante d'équilibre. On va la symboliser par Kc1. Alors, on va exprimer Kc1 égale à quoi? Donc, Kc1, c'est le produit des concentrations du second membre puissance coefficient stéchiométrique sur les produits des concentrations du premier membre puissance coefficient stéchiométrique. Alors on trouve, c'est la concentration de l'oxyhémoglobine sur la concentration de l'hémoglobine fois la concentration de l'oxygène, puissance 1, puisque le coefficient stéchiométrique est égal à 1. Donc, on va examiner la situation au niveau des poumons. Dans le cas de l'hémoglobine, lorsque le sang circule dans les poumons, où les concentrations d'oxygène sont élevées, alors l'équilibre du système hémoglobine-oxygène se déplace vers la droite et l'oxygène se lie à l'hémoglobine. Donc, il y a une concentration élevée de l'oxygène. Donc, pour atteindre l'équilibre, l'oxygène
doit se combiner à l'hémoglobine pour donner l'oxyhémoglobine. Donc, et au niveau des poumons, l'équilibre se déplace pardon, vers la droite, vers le sens de la réaction directe. En ce qui concerne les tissus, donc au niveau des tissus, lorsque le sang quitte les poumons et pénètre dans les tissus qui ont épuisé et qui ont utilisé et épuisé toutes leurs réserves en oxygène, c'est-à-dire la concentration de l'oxygène au niveau des tissus, elle est très basse, très diminuée. Alors l'équilibre ici doit se déplacer dans le sens de libération de l'oxygène, dans le sens d'augmentation de la concentration de l'oxygène. Ici, c'est le sens 2, donc le sens de dissociation de l'oxyhémoglobine pour donner l'oxygène et l'hémoglobine. Donc, au niveau des muscles et des tissus, la concentration de l'oxygène est très faible. Donc, la réaction se déplace vers la gauche, vers le sens de dissociation de l'oxyhémoglobine. Alors, il y a donc une autre application biomédicale, c'est en cas d'intoxication par le monoxyde de carbone, le CO. Donc, le monoxyde de carbone, CO, se combine également à l'hémoglobine pour donner la carboxyhémoglobine, suivant la réaction d'équilibre. Donc, l'HB plus CO, ça nous donne l'HBCO, à laquelle donc, on attribue une constante d'équilibre Kc2. Donc, on va exprimer Kc2, donc égale à la concentration de l'HBCO sur la concentration de l'hémoglobine fois la concentration du monoxyde de carbone, puissance 1 puisque le coefficient stéchiométrique égale à 1. Donc, la présence de CO provoque obligatoirement une diminution de pourcentage de HBO2 formé. Donc, nous sommes en présence de deux équilibres simultanés, donc l'équilibre de la formation de l'HBO2 et l'équilibre de la formation de l'HBCO, donc Kc1 avec Kc1 et Kc2 respectivement. Alors, donc, si une partie de l'hémoglobine réagit ou bien se combine avec le monoxyde de carbone pour donner ou pour former la carboxyhémoglobine, il est évident que la quantité de l'hémoglobine qui pourra se combiner à l'oxygène diminuera. Donc, pour pouvoir remplacer ou bien récompenser la quantité de l'oxygène, la quantité de l'hémoglobine liée au monoxyde de carbone, donc, cela implique un déplacement de l'équilibre 1 dans le sens de dissociation de carboxyhémoglobine, c'est-à-dire dans le sens de pour libérer l'oxygène et l'hémoglobine. Donc, la présence de CO implique en fait la réaction. Donc, en présence de CO, l'oxyhémoglobine va libérer de l'oxygène et l'hémoglobine va se combiner avec le monoxyde de carbone pour donner l'HBCO. Donc, la quantité diminue, bien la quantité faible de l'oxygène dans le corps va provoquer ce qu'on appelle la mort par asphyxie. Donc, pour pouvoir récompenser la quantité d'oxygène, donc l'équilibre de l'oxyhémoglobine va se dissocier dans le sens, l'équilibre va se déplacer dans le sens de dissociation de l'oxyhémoglobine pour libérer de l'oxygène. Donc, on est en présence d'une autre constante d'équilibre, donc K. K égale Kc2 sur Kc1. Donc, on applique Kc2 sur Kc1. Donc, on trouve que K égale la concentration de l'HBCO fois la concentration de l'oxygène sur la concentration de l'oxyhémoglobine fois la concentration du monoxyde de carbone, puissance coefficient stéchiométrique, qui est égale à 1 pour toutes les substances. Alors, donc, c'est bon, on arrive à terminer le cours. On passe directement à l'application pratique, donc travaux dirigés sur les équilibres chimiques, la série numéro 9. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 1. Alors, l'énoncé de l'exercice. Alors, vous arrivez à me suivre. Envoyez un message, s'il vous plaît. Vous pouvez poser des questions. Alors, donc, donner pour chaque réaction donc, l'expression de sa constante d'équilibre. Donc, on a un ensemble des exemples. La deuxième partie de l'exercice, donc, les équilibres suivants évoluent-ils et si oui, dans quel sens? Si l'on double le volume qui est offert au système. Sens 1, c'est de gauche à droite. Sens 2, c'est de droite à gauche. Et on vous donne des exemples. Alors, on va commencer par la première partie de l'exercice. Alors, afin de pouvoir exprimer la constante d'équilibre d'un équilibre donné, alors il faut faire attention à un point très important, c'est la notion de l'activité. Alors, donc, à l'activité d'un constituant. Alors, chaque espèce chimique est associée à une grandeur sans dimension prenant comme valeur 1 lorsque l'activité chimique se trouve à l'état standard, c'est-à-dire
L'état standard, on parle de température et de pression standard. Donc, température à 25 degrés Celsius, la pression atmosphérique à 1 atmosphère. Donc, cette grandeur et l'activité notée A de l'espèce chimique concernée. Alors, on vous donne un tableau. Donc, ce tableau-là vous donne l'expression de l'activité pour les espèces chimiques considérées. Alors, on est en présence de la phase solide. Donc, la phase solide, il s'agit toujours d'un corps pur, donc son activité égale à 1. C'est pour cela la constante d'équilibre ne fait pas intervenir la phase solide. Donc, pour l'expression de la constante d'équilibre, on ne fait pas intervenir la phase solide. Pour la phase gazeuse, donc il s'agit d'un gaz parfait pur. Le gaz parfait a une certaine activité, son activité égale à sa pression partielle sur la pression de référence, où la pression de référence égale à 1 atmosphère. Pour la phase liquide, donc lorsqu'il s'agit d'un liquide pur, comme l'eau, par exemple, l'eau, il s'agit donc d'un solvant, son activité égale à 1. Donc, lorsqu'il s'agit d'une solution diluée dont le constituant I est l'un des solutés, donc l'activité dans ce cas-là égale à la concentration partielle du constituant I sur la concentration de référence, ou la concentration de référence égale à 1 mol par litre. Donc, pour une réaction de la forme, donc, où les grandes lettres A et B et M et N sont les substances, et les petites lettres VA, VB, VM, VN sont les coefficients stéchiométriques. Donc, on peut exprimer l'activité de cet équilibre. Donc, l'activité M, on va la symboliser par M, égale produit des activités du second membre sur le produit des activités du premier membre, puissance coefficient stéchiométrique. Donc, c'est pour cela donc on vous dit que la constante d'équilibre, c'est une grandeur sans dimension. Alors afin d'exprimer la constante d'équilibre, donc je vous ai dit qu'il faut faire attention à 2 points très importants. Le premier point, c'est l'état physique dans lequel se trouve chaque substance. Alors, on va commencer par l'équilibre numéro 1. Donc, le monoxyde d'azote, NO, plus le chlore, ça va nous donner le chlorure de nitrosyle. Donc, il s'agit d'un équilibre homogène où toutes les substances sont à l'état gazeux. Donc, dans ce cas-là, on fait appel aux pressions partielles. Donc, on symbolise par KPT. KPT égale à quoi? Donc, KPT égale au produit des pressions partielles du second membre sur le produit des pressions partielles du premier membre, toujours puissance coefficient stéchiométrique. Alors, donc, c'est la pression partielle du chlorure de nitrosyle puissance 2 parce qu'on a 2 moles sur la pression du monoxyde d'azote puissance 2 fois la pression du chlore puissance 1 parce que la coefficient stéchiométrique du chlore égale à 1. Pour le deuxième exemple, donc il s'agit d'un équilibre hétérogène, le sulfate de magnésium qui va se dissocier pour nous donner l'oxyde de magnésium plus l'anhydride sulfureux. Donc il s'agit d'un équilibre hétérogène où il y a des substances qui sont à la phase solide et des substances qui sont à la phase gazeuse. Donc je vous ai dit que la loi d'équilibre ne fait pas intervenir les phases solides. Donc on écrit KPT qui dépend uniquement de la pression partielle du SO2. Si par exemple SO2 figure parmi les réactifs, donc on met 1 sur pression partielle du SO2. L'équilibre suivant, il s'agit d'un équilibre homogène où toutes les substances sont à l'état aqueux. Donc le deuxième point très important, c'est le cas de l'eau. L'eau, lorsqu'elle figure parmi les réactifs, il se trouve, il se trouve à l'état liquide. Donc ici, elle joue le rôle d'un solvant. Donc il s'agit d'un corps pur, donc liquide pur, donc son activité égale à 1. Donc, n'intervient pas dans l'expression de la constante d'équilibre. Donc, ici, on exprime une fonction de KCT et on écrit, c'est la concentration de l'H3 au plus fois la concentration de NO2 sur la concentration de l'acide nitreux. L'équilibre suivant, donc il s'agit d'un équilibre hétérogène. Il y a des substances qui sont à la phase gazeuse, il y a des substances qui sont à la phase solide. Donc, aussi, on exprime en fonction de KPT, dépend uniquement des pressions partielles des deux gaz. Ici, le deuxième point, l'eau, lorsqu'elle figure parmi les produits, c'est-à-dire le second membre, et quel que soit son état, c'est-à-dire qu'elle se trouve à l'état gazeux ou bien à l'état liquide, il s'agit d'un produit de la réaction, donc elle intervient dans l'expression de la constante d'équilibre. Et on écrit KPT égale la pression partielle de l'anhydride carbonique fois la pression partielle de l'eau. L'équilibre suivant, donc il s'agit toujours d'un équilibre hétérogène, le fer plus l'eau, ça nous donne l'oxyde de fer mixte
plus l'hydrogène, il y a des gaz et il y a des solides. Les solides n'interviennent pas dans l'expression de la constante d'équilibre. Donc, on exprime en fonction des substances qui sont à la phase gazeuse. Donc, l'eau ici, elle figure parmi les réactifs et elle se trouve à l'état gazeux. Donc, ici il s'agit d'un gaz parfait. Donc, son activité elle est différente à 1. Donc, on l'a fait figurer dans la constante d'équilibre. On exprime en fonction de KPT, la pression de l'hydrogène puissance 4 parce qu'on a 4 moles, sur la pression de l'eau puissance 4 parce qu'on a coefficient stéchiométrique qui est égal à 4. Le dernier exemple, donc, il s'agit d'un équilibre hétérogène. Toujours, la phase solide n'intervient pas dans l'expression de la constante d'équilibre. Donc, le zinc élémentaire plus l'argent en solution, ça nous donne le zinc en solution plus l'argent élémentaire, c'est-à-dire l'état solide. Donc, on exprime en fonction de KCP et on met, c'est la concentration du zinc cation sur la concentration de l'argent en solution puissance 2 parce qu'on a 2 coefficients stéchiométriques de l'argent. Ça, c'est la première partie de l'exercice. On passe à la deuxième partie de l'exercice. Donc, l'équilibre suivant évolue-t-il et suivi dans quel sens? C'est le double volume qui est offert au système. Alors, ici, le volume n'est pas un facteur d'équilibre. Donc, ce n'est pas la modification imposée par la variation du volume qui pourrait provoquer un déplacement de l'équilibre, mais c'est la variation de la pression qui en résulte qui pourrait être la cause d'un déplacement de l'équilibre. Donc, le volume ici ayant été doublé, c'est-à-dire fois 2. Donc, la pression, normalement, sera divisée par 2. Pourquoi? Donc, on a l'équation d'état des gaz parfait égale PV égale à NFP. Donc, si on fait doubler le volume pour que la relation soit respectée, la pression sera divisée par 2. Donc, ici, la pression, il y aura diminution de la pression. Donc, selon le principe de Le Chatelier, l'équilibre doit se déplacer dans le sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz. Alors, avant de procéder à la résolution de l'exercice, on doit d'abord raisonner, on doit d'abord mettre devant nous le principe de Le Chatelier. Si on si on diminue la pression, l'équilibre se déplace dans le sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz. Alors, on va examiner cas par cas. Alors, pour l'exemple numéro 1, alors il s'agit d'un équilibre hétérogène, le brome liquide plus le chlore gazeux qui va nous donner le chlorure de brome. Alors, donc, ici, on va compter que les substances qui sont à l'état gazeux, le brome, donc c'est un liquide, nous, on parle de nombre de moles de gaz. Donc, dans le sens 1, on passe de 1 mol à 2 moles. Donc, le sens 1 fait augmenter le nombre de moles de gaz. Le sens 2 fait baisser le nombre de moles de gaz. Ici, donc, le sens favorisé, c'est le sens 1, c'est on fait d'accord. Donc, je vais ralentir un peu. Alors, donc ici, si on fait baisser la pression, selon la loi de Le Chatelier, l'équilibre doit se déplacer dans le sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz. Et le sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz, donc on va examiner. Alors, donc on va examiner exemple par exemple. Le sens, je vous ai dit que le sens 1 pour l'équilibre A, dans le sens 1, on passe de 1 mol à 2 moles. Donc, le sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz, c'est le sens 1. Pour le sens 2, pour l'équilibre numéro 2, donc il s'agit d'un équilibre hétérogène. Il y a des substances qui sont à la phase gazeuse. Il n'y a que les substances qui sont à la phase gazeuse. Donc, dans le sens 1, c'est-à-dire on passe de gauche à droite, on a 2 moles, on passe de 2 moles à 1 mol. 2 moles, 1 pour le monoxyde de carbone et 1 pour le chlore, ça fait 2. Et pour le chlorure de carbonyle, donc ça fait 1 mol. Donc, durant le sens 1, on passe de 2 moles à 1 mol. Donc, le sens 1 fait baisser le nombre de moles de gaz. Nous, on cherche le sens qui va augmenter le nombre de moles de gaz. Ici, le sens qui va augmenter le nombre de moles de gaz, c'est le sens inverse, c'est le sens 2. Donc, la réaction favorisée, c'est le sens 2. L'équilibre suivant, l'équilibre C. Alors ici, donc, on passe dans le sens 1. On passe de 4 moles, 2 de chlore et 2 de l'eau. Donc, on passe de 4 moles à 5 moles. Donc, le sens 1, c'est le sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz. Et pour le sens 2, on passe de 4 moles à 5 moles. Donc, le sens qui fait augmenter le nombre de moles
pardon, le sens qui fait, pardon, qui fait augmenter le nombre de moles de gaz, c'est le sens 1. Donc, il doit d'abord raisonner avant de procéder à la résolution de l'exercice. L'équilibre D, donc ici, on passe de 2 moles à 2 moles. Donc, c'est le nombre de moles de gaz du premier membre égal à celui du second membre. Donc ici, l'équilibre, la variation de la pression n'a pas d'influence sur le déplacement de l'équilibre, donc on écrit pas d'évolution. L'équilibre suivant. Alors ici, on a l'eau liquide plus l'anhydride carbonique, ça nous donne l'acide carbonique. Alors, on va compter que les substances qui sont à l'état gazeux, l'état liquide, l'état solide ne rentre pas parce qu'on parle de nombre de moles de gaz. Alors, l'eau liquide plus l'anhydride carbonique, donc durant le sens 1, on passe de 1 mol à 0. Durant le sens 2, on passe de 0 mol à 1 mol. Donc, ici, le sens qui va augmenter le nombre de moles de gaz, c'est le sens 2. Le dernier équilibre, donc, durant l'anhydride sulfureux plus l'iode, ça nous donne l'acide iodhydrique, HI, plus le soufre. Donc, dans le sens 1, on passe de 1 mol à 2 mols. On ne va pas compter les substances qui sont à l'état solide. Dans le sens 2, on passe de 2 mols à 1 mol. Donc, le sens qui fait augmenter, c'est le sens 1. Donc, ça, c'est pour l'exercice numéro 1. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, ici, un abaissement de la température provoquerait-il un déplacement des équilibres suivants? Si oui, dans quel sens? Toujours sens 1, c'est de gauche à droite. Sens 2, c'est de droite à gauche. Donc, avant de procéder à la résolution de l'exercice, donc on vous donne plusieurs types d'équilibres. Donc, ici, on parle de changement de température. Alors, je vous ai dit hier que si on fait varier la température, l'équilibre doit se déplacer parce que la température elle est considérée comme un facteur d'équilibre. Alors, avant de procéder à la résolution de l'exercice, on doit d'abord mettre devant nous le principe de Le Chatelier. Le principe de Le Chatelier, donc si on fait augmenter la température, l'équilibre se déplace dans le sens qui fait baisser la température. Donc le sens qui fait baisser la température, c'est le sens endothermique parce que c'est le sens endothermique qui va, ou bien la réaction endothermique qui va consommer de la chaleur, donc il y aura diminution de la température. Inversement, si on va diminuer la température, l'équilibre doit se déplacer dans le sens de la réaction qui va augmenter la température. Et le sens qui va augmenter la température, c'est le sens exothermique, parce que la réaction dégage de la température. Maintenant, ça c'est le raisonnement, c'est le principe de Le Chatelier. Maintenant, on va procéder à la résolution de l'exercice. On vous donne 3 équilibres. Donc, lorsqu'on vous parle de changement de température, bien de variation de température, il faut directement voir la variation de l'enthalpie, delta H ou bien delta H0. Pour la réaction numéro A, donc ce carbonate de baryum qui va se dissocier pour donner l'oxyde de baryum plus l'anhydride carbonique. Donc, on vous donne delta H qui vaut plus 269,3 kJ mol moins 1. Donc, ici, on vous donne delta H qui est supérieur à 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans le sens 1, la réaction endothermique et le sens 2, inversement, c'est exothermique. Nous, on a un abaissement de la température. Donc, dans ce cas-là, l'équilibre se déplace suivant le principe de Le Chatelier dans le sens de la réaction exothermique. Donc, nous, on va chercher quel est le sens exothermique. Notre cas concret, donc il s'agit du sens 2. Le sens favorisé ici, c'est le sens 2. Voilà. Donc, c'est le sens 2. Pour l'équilibre suivant, donc on vous donne delta H qui est négative, moins 230 kJ moins 1. Donc, il s'agit que la réaction est exothermique. Donc, exothermique dans le sens 1 et endothermique dans le sens 2. Ça, c'est le principe, ça, c'est le raisonnement. Maintenant, le principe de Le Chatelier, un abaissement de la température déplace l'équilibre dans le sens de la réaction exothermique. Ici, le sens exothermique, c'est le sens 1. Donc, pour l'équilibre 2, le sens favorisé, c'est le sens 1. Pour le dernier équilibre, on vous donne delta H qui est presque nul. Donc, la réaction est athermique. Ici, si on fait varier la température,
ça n'a pas d'influence sur le déplacement de l'équilibre, donc on écrit pas d'évolution. Ça, c'est pour l'exercice numéro 2. Alors, on passe directement à l'exercice numéro 3. Alors, donc l'exercice numéro 3, donc soit la réaction suivante. Donc, il s'agit d'un équilibre hétérogène. Donc, l'oxyde de fer mixte plus le carbone, ça nous donne le fer solide plus le monoxyde de carbone. Alors, la variation d'enthalpie de la réaction vaut plus 674,6 kJ mol moins 1. Précisez le sens d'évolution du système dans les cas suivants. Le premier cas, une diminution de la concentration d'un des réactifs. L'augmentation de la température du système. Diminution de la pression partielle du monoxyde de carbone. Diminution du volume de l'enceinte réactionnelle. Augmentation de la pression totale exercée sur chacun des mélanges réactionnels. Addition d'un gaz inerte à volume constant et addition d'un gaz inerte à pression constante. Ça, c'est l'énoncé de l'exercice. Donc, on va examiner chaque situation à part. Donc, la première situation, donc, on va rajouter l'un des réactifs. Alors, les réactifs ici, il s'agit de substances qui sont à l'état solide, donc n'intervient pas dans l'expression de la constante d'équilibre. Donc, si on ajoute ou bien on enlève, aucun effet n'est à signaler car aucun des réactifs n'apparaît dans l'expression de la constante d'équilibre. Donc, on écrit pas d'évolution ou bien aucun effet. Pour la deuxième situation ou bien proposition, augmentation de la température du système. Donc, je vous ai dit que la température est un facteur d'équilibre. Donc, on fait augmenter la température. Donc, il faut voir directement la variation de l'enthalpie. Donc, pour préciser le type de chaque sens, le type de réaction pour chaque sens. Donc, ici, on a delta H qui est supérieur à 0. Donc, il s'agit d'une réaction endothermique dans le sens 1 et inversement d'une réaction exothermique dans le sens 2. Ça, c'est le raisonnement. Donc, le principe de Le Chatelier, si on augmente la température, la réaction se déplace dans le sens de la réaction, l'équilibre se déplace dans le sens de la réaction endothermique. Donc, on va chercher quel est le sens endothermique et quel est le sens exothermique. Donc, ici, le sens endothermique, c'est le sens 1. Donc, le sens favorisé, c'est le sens 1. Pour la situation numéro C, on va diminuer la pression partielle du monoxyde de carbone. Diminution de pression partielle du monoxyde de carbone. Alors, le monoxyde de carbone figure parmi les produits. Donc, ici, on a un seul gaz dans le système. Donc, on peut raisonner sur la pression partielle ou bien sur la pression totale parce que dans ce cas particulier, la pression partielle égale à celle de la pression partielle du monoxyde de carbone. Alors, je vais répéter la situation B. Alors, on va augmenter la température du système. Alors, l'augmentation de la température du système donc, va provoquer le déplacement de l'équilibre dans le sens de la réaction endothermique. Ça, c'est le principe de Le Chatelier. Donc, c'est une règle à garder en tête. Alors, on passe directement à la variation de l'enthalpie, delta H qui est supérieure à 0. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que la réaction est endothermique dans le sens 1 et exothermique dans le sens 2. Si on augmente la température, l'équilibre se déplace dans le sens de la réaction endothermique. Ici, le sens endothermique, dans notre équilibre, c'est le sens 1, parce que delta H est supérieur à 0. Et le sens exothermique, c'est le sens 2. Nous, on cherche le sens endothermique, donc c'est le sens 1. J'espère que c'est clair. Alors, donc je reviens à la proposition numéro C. Alors, donc, diminution de pression partielle du monoxyde de carbone. Donc, pour l'équilibre, pour pouvoir atteindre l'équilibre, la réaction se déplace dans le sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz, ou bien qui fait augmenter la pression partielle du monoxyde de carbone. Ici, le sens qui fait augmenter, c'est le sens 1, parce qu'il y a production de CO. Alors, je vais ralentir. Très bien. Alors, donc pour la situation numéro C, diminution de la pression partielle du monoxyde de carbone. Donc, l'équilibre en question se déroule avec variation du nombre de moles de gaz.
Donc ici, on a dans le système un seul gaz qui est le monoxyde de carbone. On peut raisonner que ce soit sur la pression partielle ou bien sur la pression totale, parce que la pression partielle, dans ce cas particulier, sera égale à celle de la pression totale, parce qu'on a un seul gaz qui est le monoxyde de carbone. Alors, donc ici, on va diminuer la pression partielle. L'équilibre se déplace suivant le principe de Le Chatelier, dans le sens qui fait augmenter la pression partielle du monoxyde de carbone. Et le sens qui va augmenter la pression partielle du monoxyde de carbone, c'est le sens 1. Donc ici, le sens favorisé, c'est le sens 1. Si on va raisonner sur la pression totale, donc si on fait diminuer la pression totale, l'équilibre doit se déplacer dans le sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz. Le sens ici qui fait augmenter le nombre de moles de gaz, c'est le sens 1 parce qu'on passe de 0 mol à 4 moles. Donc, le sens favorisé toujours est le sens 1. On passe à la situation suivante. Donc, diminution du volume de l'enceinte réactionnelle. Alors, le volume n'est pas considéré comme un facteur de l'équilibre. Donc, on va diminuer le volume de l'enceinte réactionnelle. Donc, la diminution du volume de l'enceinte réactionnelle va provoquer obligatoirement une augmentation de la pression totale du système. Alors, toujours dans ce cas particulier, la pression totale sera égale à celle de la pression partielle du monoxyde de carbone parce qu'on a un seul gaz qui est le CO. Donc, je vous ai dit que la diminution du volume provoque obligatoirement une augmentation de la pression totale. Ça, suivant l'équation d'état des gaz par PV égale à nRT. Si V diminue, automatiquement la pression sera augmentée. Alors, l'augmentation de la pression déplace l'équilibre suivant le principe de Le Chatelier dans le sens qui fait dans le sens qui fait diminuer le nombre de moles de gaz. Revenons à notre équilibre. Le sens qui fait diminuer le nombre de moles de gaz, c'est le sens 2, parce qu'on passe de 4 moles à 0 moles. Alors, la situation suivante. Alors, ça va comme ça, vous arrivez à me suivre. Donc, E, augmentation de la pression totale exercée sur chacun des mélanges réactionnels. Alors, la pression totale est égale dans ce cas particulier à la pression partielle du monoxyde de carbone, le CO. Très bien. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, l'effet de l'augmentation de la pression totale sera presque conséquent ou bien identique à celui d'une augmentation de la pression partielle du CO. Donc, si on augmente la pression totale, on va augmenter aussi la pression du CO parce que ces pressions sont égales, parce qu'on a un seul gaz qui est le CO. Donc, dans ce cas particulier, l'équilibre se déplace dans le sens qui fait baisser le nombre de moles de gaz ou bien baisser la pression du CO. Et ici, le sens favorisé, le sens qui va baisser le nombre de moles de gaz, c'est toujours le sens de, on passe de 4 moles à 0 moles, ou bien le sens qui va consommer ou bien diminuer la pression partielle du CO, c'est le sens de, parce que le CO réagit avec le fer, donc sa concentration ou bien sa pression partielle diminue. Alors, la proposition, bien la situation suivante, on ajoute un gaz inerte. Donc, c'est quoi un gaz inerte? Un gaz inerte, ce sont les gaz de la dernière colonne du tableau périodique, les gaz rares. Donc, pourquoi ils sont dits inertes? Parce qu'ils ne réagissent pas avec les autres constituants. Pourquoi inertes? Parce qu'ils ont 8 électrons sur leur couche électronique externe, donc ils respectent la règle de l'octet. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle gaz inertes. Donc, tous les gaz rares sont des gaz inertes, mais pas spécifiquement que tous les gaz inertes sont des gaz rares. Donc, on a aussi l'azote, N2, qui est un gaz inerte, mais ce n'est pas un gaz rare. Alors, donc, on revient, on augmente, très bien, donc on va additionner un gaz inerte au système, donc un gaz étranger qui ne va pas réagir avec les gaz présents dans le système, dans ce cas particulier, c'est le monoxyde de carbone. Donc, on examine ici la situation de point de vue pression partielle. Est-ce que les pressions partielles changent ou pas? On ne peut pas examiner la situation du point de vue pression totale parce que le gaz inerte ne réagit pas avec le CO. Donc, on examine
la situation de point de vue pression partielle. Est-ce que les pressions partielles changent ou non? À volume constant, on va augmenter la pression totale, mais les pressions partielles restent constantes. Donc, l'augmentation de la pression totale donc, est la conséquence de l'ajout d'un gaz inerte, mais la pression partielle reste constante. C'est-à-dire ici, on ne va pas changer la concentration du CO. Donc, l'ajout d'un gaz inerte à volume constant n'a donc aucun effet sur l'équilibre ou bien sur le déplacement de l'équilibre. Donc, c'est une règle. Si on ajoute un gaz inerte à volume constant, ça ne déplace pas l'équilibre, ça n'a pas d'influence sur le déplacement de l'équilibre. Et vous avez donc dans le polycopier que je vous ai mis au niveau de la plateforme, là, l'interprétation ou bien la démonstration pourquoi lorsqu'on ajoute un gaz inerte à volume constant, n'a pas d'influence sur l'équilibre, vous pouvez la consulter. Alors pour la situation, la dernière situation, on va additionner un gaz inerte à pression constante. Donc c'est la même chose, on ne peut pas raisonner ou bien on ne peut pas examiner la situation du point de vue pression totale, est-ce que la pression totale change ou non, mais on va examiner la situation du point de vue pression partielle. Est-ce que les pressions partielles diminuent ou non? Alors, pour garder, donc si on ajoute un gaz inerte à pression constante, pour garder la pression constante, donc on doit augmenter le volume. Donc, l'augmentation du volume provoque une dilution du système. La dilution, donc, par conséquent, il va y avoir diminution des pressions partielles. Donc, si V augmente, les pressions partielles diminuent. Donc, lorsque la pression partielle diminue, donc l'équilibre se déplace dans le sens d'une réaugmentation du nombre de moles de gaz. Dans notre cas concret, le sens favorisé, c'est le sens 1, c'est le sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz. On passe de 0 à 4 moles. Et c'est aussi le sens qui fait augmenter ou bien réaugmenter la pression partielle du C. C'est clair pour l'exercice numéro 3. Alors, on passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice numéro 4. Donc, l'énoncé de l'exercice. Donc, on considère la réaction suivante. Donc, il s'agit d'un équilibre il s'agit d'un équilibre hétérogène. Il y a des substances qui sont à la phase solide, il y a des substances qui sont à la phase gazeuse. Donc, l'oxyde de baryum plus l'eau, ça nous donne le dioxyde de baryum plus l'eau. Alors, dans laquelle Kp, c'est-à-dire la constante d'équilibre, égale 9,2, une grandeur sans dimension, à 700 Kelvin. On vous donne la variation de l'enthalpie libre standard qui vaut moins 10,3 kilocalories. Alors, la première question, donnez l'expression de Kp, calculez Kp à 530 Kelvin, donnez la condition d'équilibre, calculez l'enthalpie libre standard delta G0 de l'équilibre à 530 Kelvin, calculez l'entropie standard delta S0 en admettant que la variation de l'enthalpie libre ou bien l'enthalpie libre standard de la réaction est constante entre 530 Kelvin et 700 Kelvin. Alors, on va commencer par la première, c'est donner l'expression de Kp. Kp, donc de cet équilibre, égale à la pression de l'hydrogène, c'est-à-dire la pression du second membre sur la pression de l'eau, premier membre. L'oxyde de baryum et le dioxyde de baryum sont des solides, n'intervient pas dans l'expression de la constante d'équilibre, donc on exprime en fonction de Kp. Je reviens. Alors, pour la deuxième question, calculer Kp à 530 Kelvin. Donc, on fait appel à l'équation de Van 't Hoff. L'équation de Van 't Hoff, donc d'après l'intégration, on doit intégrer l'équation de Van 't Hoff. Donc, on obtient la formule suivante. Log K à T2 moins log K à T1 égale moins la variation de l'enthalpie sur la constante des gaz parfait R fois 1 sur T2 moins 1 sur T1. Alors ici, je tiens à attirer votre attention que l'équation de Van 't Hoff, on peut l'exprimer en fonction de delta H, comme on peut l'exprimer en fonction de delta H0, l'enthalpie standard, parce que l'enthalpie ne dépend pas de la pression. Donc, c'est la même chose. Donc, avec T1, vous donne T1, c'est 700 Kelvin, T2, c'est 530 Kelvin. Donc, toujours la température numéro 1, c'est la température donnée. La température, ou bien la deuxième température, T2, c'est la température à laquelle on vous demande de calculer Kp.
Donc ici, on vous donne 530 Kelvin. Donc KPAT1, c'est 9,2. La variation de l'enthalpie qui vaut moins 10,3 kilocalories. Donc il faut faire attention aux unités. Donc on doit la convertir en calories. Ça devient moins 10 300. Donc c'est une application directe mathématique. On va trouver KP à 530, c'est-à-dire KAT2, qui est égal à 97,34. Toujours, c'est une grandeur sans dimension. Alors, la question suivante, donnez la condition d'équilibre. Donc, la condition d'équilibre, c'est le G1, c'est-à-dire l'enthalpie libre du premier membre, égale à G2, l'enthalpie libre du second membre. Donc, la variation de l'enthalpie libre égale à 0. Delta G0 vient delta G égale à 0. La question suivante, calculer l'enthalpie libre standard de l'équilibre à 530. Donc, on va appliquer directement la loi. La variation de l'enthalpie libre standard égale moins RT log Kp. Donc, on va calculer une application directe. À 530 Kelvin, on a la variation de l'enthalpie libre à 530, l'enthalpie libre standard, pardon, égale R, ici, non, moins RT, donc moins 2 fois 530. Donc, pourquoi on a utilisé 2? Parce qu'on a l'unité calories. Donc, on doit utiliser R qui est égal à 2 calories, mol moins 1, Kelvin moins 1, fois 530, c'est la température, fois log K à T2, c'est K à 530, donc on l'a trouvé 97,34. Donc ici, la variation de l'enthalpie libre standard égale moins 4852,7 calories. Alors, la dernière question, c'est calculer l'entropie standard, delta S0, en admettant que la variation de l'enthalpie libre standard de la réaction est constante entre 530 et 700 Kelvin. Donc, pour pouvoir calculer la variation de l'entropie, on a l'équation bien la formule suivante. La variation de l'enthalpie libre standard à 530 égale à la variation de l'enthalpie à 530 moins la température fois la variation de l'entropie à 530. La variation de l'entropie, donc c'est une application mathématique directe. On a la variation de l'enthalpie libre standard qui est égale à moins 4852,7 calories. On a la variation de l'enthalpie standard qui est constante entre 530 et 700, donc qui vaut moins 10 300. On a la température qui est égale à 530. Donc, on peut appliquer directement l'équation, bien la formule. On trouve la variation de l'entropie standard à 530 égale à 10,28 calories sur Kelvin. Il faut faire attention aux unités. C'est clair pour l'exercice? La pression partielle, c'est quoi? La pression partielle, c'est par exemple si on a 4 composés A, B, C, D, la pression partielle, c'est la pression de chaque composé à part. Donc si on prend la pression de A, c'est la pression partielle de A. B, c'est la pression partielle de B. Donc c'est la pression de chaque composé à part. La pression totale égale à quoi? C'est la somme des pressions partielles. Donc c'est la pression de chaque constituant à part. A, B, C, D. Donc, PI, c'est la pression partielle de chaque substance séparément. Et la pression totale égale à la somme des pressions partielles. C'est clair? Alors, on passe à l'exercice numéro 5. Alors, l'énoncé de l'exercice. Donc, soit la réaction suivante, avec variation de l'enthalpie l'enthalpie standard à 298 Kelvin égale moins 202,4 kJ mol moins 1. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là à votre disposition. Alors, l'exercice numéro 5, donc, on vous donne delta H qui est inférieur à 0. Donc, on vous donne l'équilibre. Donc, c'est la réaction de synthèse de l'urée. Donc, il s'agit d'un équilibre hétérogène. Il y a des substances qui sont à la phase gazeuse. Il y a des substances qui sont à la phase solide. Donc, le chlorure de carbonyle plus l'ammoniac qui sont des gaz. Ça nous donne l'urée qui est un solide plus l'HCl, l'acide chlorhydrique qui est un gaz. On donne la température est égale 298
Kelvin. Donc, on vous donne un tableau donc, qui vous donne l'enthalpie de formation de chaque constituant à part. Voilà, donc on vous donne aussi l'entropie standard de chaque constituant. Donc ici, le seul inconnu, c'est l'enthalpie de formation de l'urée. Alors, quelle est la première question? Quelle est la valeur de l'enthalpie standard de formation de l'urée à température T égale 298 Kelvin? La deuxième question, quelle est la valeur de l'enthalpie libre standard de cette réaction à T 298 Kelvin? La troisième question, dans quel sens la réaction se fera-t-elle à T égale 298 Kelvin et sous un bar? La quatrième question, pour quelle valeur de température l'équilibre sera-t-il inversé? Et la cinquième question, à 37 degrés Celsius, dans quel sens l'équilibre est-il déplacé? La dernière question, quelle est l'expression de la constante Kp de cette réaction en fonction des pressions partielles? Alors, donc, on va corriger question par question. Alors, pour pouvoir calculer l'enthalpie de formation de chaque n'importe quel constituant, on applique la loi de S. Donc c'est quoi l'énoncé de cette loi? Donc la loi de S, à partir de réactions de formation et des enthalpies correspondantes, il est possible de déterminer l'enthalpie d'une réaction quelconque en appliquant cette loi-ci. Alors selon cette loi, donc l'énoncé de cette loi, l'enthalpie d'une réaction est égale à la somme des enthalpies de formation du produit moins la somme des enthalpies de formation des réactifs, le tout pondéré, c'est-à-dire fois le coefficient de la réaction ou bien le coefficient stéchiométrique. Alors, donc, l'enthalpie libre de la réaction, je répète, est égale à la somme des enthalpies de formation des produits moins la somme des enthalpies de formation des réactifs pondéré fois le coefficient stéchiométrique de chaque constituant. C'est une application directe mathématique. Donc, on a tout. L'enthalpie libre la variation de l'enthalpie de la réaction. Donc, donc on revient. Vaut normalement moins 202,4 kJ mol moins 1. Donc, c'est une application directe. Donc, le seul inconnu, c'est l'enthalpie de formation de l'urée, voilà. L'enthalpie de l'urée égale à la variation de l'enthalpie de la réaction moins 2 fois la variation de l'enthalpie de formation de l'HCl plus l'enthalpie de formation de chlorure de carbonyle plus 2, donc toujours on doit pondérer, on doit multiplier fois le coefficient stéchiométrique, donc plus 2 fois l'enthalpie de formation de l'ammoniac. Donc on trouve l'enthalpie de formation de l'urée égale moins 332,2 kJ mol moins 1. Donc on garde la même unité. La deuxième question, c'est quelle est la valeur de l'enthalpie libre standard de cette réaction à la température qui est égale à 298 Kelvin. Donc la réaction, ou bien la formule qui va nous permettre de calculer la variation de l'enthalpie libre standard est la suivante. Donc la variation de l'enthalpie libre standard égale à la variation de l'enthalpie de la réaction moins la température par la variation de l'entropie. Le tout est connu, sauf la variation de l'entropie. On pourra la calculer d'après le tableau. C'est la même chose, on applique la loi de S. Donc la variation de l'entropie standard égale la somme des entropies des produits moins la somme des entropies des réactifs, le tout pondéré ou bien multiplié fois le coefficient stéchiométrique de la réaction. Donc on trouve la variation de l'entropie standard égale à 2 fois l'entropie de l'HCl plus l'entropie de l'urée moins l'entropie standard du chlorure de carbonyle, moins le 2 fois l'entropie de l'ammoniac. Alors on trouve, donc c'est une application directe, on trouve la variation de l'entropie standard qui est égale à moins 2112,2 kJ Kelvin moins 1 mol moins 1.
Alors ici, il faut faire attention aux unités. Alors, on va calculer la variation de l'enthalpie libre standard. Donc, c'est une application directe qui est égale à la variation de l'enthalpie de la réaction. Donc, moins 202,4 kilojoules, kilojoules mol moins 1. Donc, on doit convertir. Donc, moins la température, c'est moins 298 fois la variation de l'entropie. Ici, la variation de l'entropie, c'est joule Kelvin moins 1, mol moins 1. Donc, pour garder la même unité, on doit la convertir en kilojoules. Donc, on doit la multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Ça redevient moins 0,2112. Donc, on trouve la variation de l'enthalpie libre standard qui est égale à moins 139,46 kilojoules moins 1. Il faut faire attention aux unités. Alors, la question suivante. Dans quel sens la réaction se fera-t-elle à T égale 298 Kelvin et sous un bar? Alors ici, donc pour pouvoir déterminer le sens de déplacement de l'équilibre, alors le signe de la variation de l'enthalpie libre standard dans le sens de déplacement de l'équilibre. Avec l'équation suivante, donc la variation de l'enthalpie libre égale la variation de l'enthalpie libre standard plus RT log Q à 298 Kelvin et sous une barre. Alors ici, je vais vous donner une autre notion, c'est Q. Q, c'est quoi? Donc, lorsqu'on est à l'équilibre, on parle de K. Et lorsqu'on est hors équilibre, on parle de Q. Q, c'est le quotient réactionnel. Donc, le système est dans les conditions standards, c'est-à-dire la température 25 degrés Celsius et la pression 1 bar. Donc, on est dans les conditions standards. Donc, log Q égale à 0. Donc, il faut corriger ça sur le polycopie que je vous ai mis au niveau de la plateforme. Donc, c'est log Q, pas log K. Log Q égale à 0. Donc, on trouve que la variation de l'enthalpie libre égale à celle de la variation de l'enthalpie libre standard. Donc, soit la variation de l'enthalpie libre standard est égale à moins 139,46 kJ mol moins 1. Donc, il s'agit d'une variation négative inférieure à 0. Donc, Kp ici sera supérieur à 1. Donc, ici, la réaction favorisée, c'est la réaction dans le sens 1. Pourquoi? Parce que Kp est supérieur à 1. Donc, Kp ici va augmenter le second membre. Il y aura diminution de concentration bien de pression partielle des premiers membres. Donc, l'équilibre sera déplacé dans le sens d'une augmentation du second membre. Et le sens qui fait augmenter le second membre ici, c'est le sens 1, c'est-à-dire que le sens de la synthèse de l'urée. Donc, je vais vous donner une remarque. Lorsqu'on est hors équilibre, on parle de Q, quotient réactionnel, au lieu de K. À l'équilibre, K égale à Q. Donc, lorsque K égale à Q, donc à l'équilibre, on a la variation de l'enthalpie libre qui est égale à 0, elle est négative. Donc, la variation de l'enthalpie libre standard égale moins RT log K. Donc, on va examiner l'évolution de l'équilibre en fonction de K et Q. Alors, on a l'équation générale, la variation de l'enthalpie libre égale à la variation de l'enthalpie libre standard plus RT log Q. Alors, à l'équilibre, on a la variation de l'enthalpie libre qui est égale moins RT log K. Donc, à l'équilibre, on a delta G qui est égal à 0. Donc, on va prendre que la variation de l'enthalpie libre standard qui est égal moins RT log K et on fait remplacer dans cette équation, on obtient que la variation de l'enthalpie libre égale moins RT log K plus RT log Q. On va faire sortir RT comme facteur commun, donc la variation de l'enthalpie libre égale RT log K sur Q, parce qu'on a Q moins K, donc Q en numérateur et K en dénumérateur. Alors, si Q supérieur à K, on aura la variation de l'enthalpie libre qui est supérieure à 0. Le système évolue dans le sens 2 jusqu'à atteindre l'équilibre, jusqu'à K devient égal à Q. Si Q est inférieur à K,
on a la variation de l'enthalpie libre qui est inférieure à 0. Donc, le système évolue dans le sens 1 jusqu'à atteindre l'équilibre, jusqu'à K devient égal à Q. À l'équilibre, on a K égale à Q. La variation de l'enthalpie libre égale à 0. On est donc à l'équilibre. Ça, c'est une remarque à garder aussi en tête. Alors, la question suivante, pour quelle valeur de température l'équilibre sera-t-il inversé? Inversé, c'est-à-dire quoi? Donc, l'équilibre s'inverse, donc se déplace dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens de la réaction 2. Alors, avant de déplacer l'équilibre dans le sens 2, on doit atteindre l'équilibre. Donc, l'équilibre s'inverse quand la variation de l'enthalpie libre égale à 0, c'est-à-dire on doit atteindre l'équilibre. Dans les conditions standards, la variation c'est-à-dire dans les conditions standards, T 298 Kelvin, pression 1 bar. Donc on trouve que la variation de l'enthalpie libre égale à la variation de l'enthalpie libre standard est égale à 0. Et comme on a la formule, la variation de l'enthalpie libre standard égale la variation de l'enthalpie de la réaction, l'enthalpie standard de la réaction, moins la température pour la variation de l'entropie standard. Alors, la variation de l'enthalpie libre standard égale à 0. Donc, là, on obtient la température égale la variation de l'enthalpie de la réaction, l'enthalpie standard de la réaction, sur la variation de l'entropie standard de la réaction. Donc, c'est une application directe. On doit faire attention aux calculs, aux unités dans les calculs. Donc, la variation de l'entropie, on doit la convertir en kilojoules. Donc, on doit la multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Donc, on trouve la température égale 958,33 Kelvin. Donc, à cette température-là, l'équilibre doit se déplacer dans le sens de la réaction inverse, la réaction numéro 2. La cinquième question, à 37 degrés Celsius, dans quel sens l'équilibre est-il déplacé? Alors, la réaction étant exothermique dans le sens 1. Pourquoi? Parce qu'on vous donne delta H qui est inférieur à 0. Donc, la réaction dans le sens 1 est exothermique. La réaction dans le sens 2, endothermique. Donc, une augmentation de la température de 298 Kelvin à 310 Kelvin, c'est-à-dire de 25 degrés à 37 degrés Celsius, déplace l'équilibre dans le sens de la réaction endothermique. Donc, ici, c'est le sens 2. L'augmentation de la température déplace l'équilibre dans le sens de la réaction endothermique. Dans notre cas concret, le sens 1 est exothermique et le sens 2 est endothermique. Donc, le sens favorisé, c'est le sens 2. Alors, la dernière question, quelle est l'expression de la constante Kp de cette réaction en fonction des pressions partielles? Alors, on va exprimer Kp. Donc, on va exprimer en fonction de l'activité. Donc, c'est la même chose. L'activité de l'urée fois l'activité de l'HCl puissance 2, parce qu'on a coefficient stoichiométrique de l'HCl égale à 2, sur l'activité de chlorure de carbonyle puissance 1 fois l'activité de l'ammoniac puissance 2. Alors, on va remplacer l'activité de l'urée, donc il s'agit d'un solide pur, donc égal à 1. La pression partielle de l'acide chlorhydrique, il s'agit d'un gaz, donc son activité égale à quoi? C'est la pression partielle de l'HCl sur la pression de référence, puissance 2, toujours on garde le coefficient stoichiométrique de la réaction, sur l'activité du chlorure de carbonyle égale la pression du chlorure de carbonyle sur la pression de référence, fois la pression de l'ammoniac sur la pression de référence, le tout puissance 2. La pression de référence égale à 1 bar, donc on trouve que Kp égale la pression partielle de l'HCl puissance 2 sur la pression du chlorure de carbonyle puissance 1 fois la pression partielle de l'ammoniac puissance 2. Donc, ici, on ne fait pas intervenir l'urée parce que l'urée se trouve à l'état solide et l'état solide, son activité égale à 1 parce qu'il s'agit d'un corps pur. Donc, on a terminé avec l'exercice numéro 5. On passe à l'exercice numéro 6. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, donc le pentachlorure de phosphore, PCl5, se dissocie selon le bilan. Le pentachlorure de phosphore, ça nous donne le trichlorure de... Pardon, je reviens. Le trichlorure de... Le trichlorure de phosphore, PCl3, plus le chlore qui est un gaz. Et la constante d'équilibre de cette réaction vaut 1,8 à 250 degrés Celsius.
Alors, on porte 1,5 mol de pentachlorure de phosphore à 250 degrés Celsius. C'est une pression constante de 1 atmosphère. C'est-à-dire ici, on parle de pression totale. Quelles sont les pressions partielles des trois gaz à l'équilibre? La deuxième situation, donc on chauffe à 250 degrés Celsius 0,7 mol de pentachlorure de phosphore dans une enceinte de 5 litres initialement vide. Donc la question, c'est quelle est la valeur de son coefficient de dissociation? On porte à 250 degrés Celsius un mélange de 1,5 mol de pentachlorure de phosphore et 1 mol de chlore. C'est la pression constante de 1 atmosphère. Quelles sont les pressions partielles des trois gaz à l'équilibre et quel volume occupent-ils? Alors, donc, on va commencer par la première situation. Alors, la remarque, donc il y a une remarque à observer. Donc, les trois questions reposent sur l'application de la loi d'action de masse de cet équilibre. Alors, on va exprimer la constante d'équilibre, K, on exprime en fonction de KPT. Donc, K égale à quoi? C'est la pression partielle du trichlorure de phosphore fois la pression partielle du chlore, puissance 1, parce qu'on a un coefficient stéchiométrique égal à 1, sur la pression partielle du pentachlorure de phosphore. Donc, le tout égale à 1,8 à 250 degrés Celsius. Alors, la température est la même dans les trois situations évoquées. Donc, K sera la même dans les trois situations parce que K dépend de la température. Si la température reste constante, K reste constante. Alors, on va examiner la première situation. Alors, si on remarque, si on voit l'équilibre, donc on remarque que la pression partielle du chlore et celle du chlore sont égales à l'équilibre parce que le chlore et le trichlorure de phosphore sont produits par la réaction en quantité égale. Donc, on trouve 1 mol et 1 mol pour le chlore, donc 1 mol pour le trichlorure de phosphore et 1 mol pour le chlore. Donc, la pression partielle du trichlorure de phosphore sera égale à celle du chlore. Ça, c'est la première équation. La deuxième équation, on a la pression totale qui est égale à A. Et la pression totale égale la somme des pressions partielles. Donc, 1 égale la pression partielle du pentachlorure de phosphore plus la pression partielle du trichlorure de phosphore plus la pression partielle du chlore. Alors, d'autre part, donc, on va remplacer ces deux équations dans la constante de Kp dans l'objectif d'avoir une équation du second degré avec un seul inconnu. Ici, l'inconnu, c'est PCl2, c'est la pression du chlore. Donc, la résolution, c'est avec delta. On va trouver deux valeurs. On va accepter une, on va refuser l'autre. On va trouver la pression partielle du chlore qui est égale à celle du trichlorure de phosphore, qui est égale à 0,44 atmosphères. On doit garder les mêmes unités. Donc, on a la pression totale qui est égale à 1 atmosphère. Donc, on trouve les pressions partielles toujours en atmosphère. On peut déduire la concentration du pentachlorure de phosphore par différence. Donc, c'est 1 moins 2 fois la pression partielle du chlore. On va trouver 0,12 atmosphères. Si on fait la somme de 0,12 plus 0,44 plus 0,44, on va la trouver à 1, qui est égal à la pression totale. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, donc on chauffe à 250 degrés Celsius 0,7 mol de pentachlorure de phosphore dans une enceinte de 5 litres initialement vide. Quelle est la valeur de son coefficient de dissociation? Alors ici, on va calculer alpha. Alpha égale à quoi? Nombre de moles dissociés de pentachlorure de phosphore sur le nombre initial ou bien le nombre total de pentachlorure de phosphore. Alors, dans cette deuxième expérience, le volume du réacteur étant fixe à 5 litres, donc automatiquement pour garder le volume fixe, on doit augmenter la pression. Donc, sa valeur devra être exprimée en fonction de alpha. Alpha doit être compris entre 0 et 1. Alors, on va mettre devant nous l'équilibre. Donc, on va exprimer l'état initial, le nombre de moles à l'état initial et à l'état d'équilibre. À l'état initial, on porte 0,7 mol. Donc, pour le pentachlorure de phosphore, le trichlorure de phosphore, on trouve 0. Pour le chlore, on trouve 0. À l'équilibre, donc, on va exprimer en fonction de alpha. Donc, c'est n moins n'. N qui est égal à 0,7, n' qui est égal à n alpha, c'est-à-dire égal à 0,7 alpha. Donc, on fait sortir 0,7 comme facteur commun, donc ça devient 0,7 1 moins alpha. Pour les produits,
nombre de moles qui a été dissocié, c'est-à-dire N', apparaît dans les produits. Donc, on met N' qui est égal à 0,7 alpha, 0,7 alpha. On va calculer le nombre de moles total à l'équilibre. C'est la somme des nombres de moles partiels à l'équilibre. Donc, c'est 0,7 1 plus alpha, moins alpha, plus 0,7 alpha, plus 0,7 alpha. On va trouver le nombre de moles total, 0,7 1 plus alpha. Donc, ici, on a une autre formule, c'est les pressions partielles égales aux fractions molaires, c'est-à-dire fraction molaire qui est égale NI sur nombre de moles total, nombre de moles partiels sur nombre de moles total, fois la pression totale. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'expression de la constante d'équilibre devient, donc on va remplacer chaque pression partielle de chaque constituant par sa formule en fonction de fraction molaire et de pression totale. Alors, on obtient, donc pour le trichlorure de phosphore, donc c'est 0,7 alpha, la pression partielle c'est 0,7 alpha, sur, la pression partielle égale fraction molaire. Donc, la fraction molaire, c'est nombre de moles partiels sur nombre de moles total. Donc, dans le cas du trichlorure de phosphore, c'est 0,7 alpha sur 0,7 1 plus alpha fois la pression totale. Pourquoi puissance 2? Parce que la pression partielle du trichlorure de phosphore sera égale à celle du chlore. Donc, on met puissance 2. Sur la pression partielle du pentachlorure de phosphore, qui est égale à 0,7 1 moins alpha sur 0,7 1 plus alpha fois la pression totale. Après simplification, donc on obtient la formule suivante. Donc, c'est alpha au carré sur 1 plus alpha fois 1 moins alpha fois la pression totale. On peut encore simplifier. Donc, on peut exprimer la pression totale en fonction de alpha. Donc, toujours l'objectif, c'est d'avoir une seule équation avec du second degré avec un seul inconnu pour pouvoir calculer alpha. Donc, la pression totale, c'est PV égale NRT. Donc, la pression totale égale NRT sur V. Le nombre de moles total égale 0,5 1 plus alpha. R, on va la prendre 0,082 litres atmosphère mol moins 1, Kelvin moins 1, parce qu'on travaille en atmosphère. Donc, on doit prendre la valeur de RT qui est en fonction de l'atmosphère, fois T, la température, on doit la convertir en Kelvin, donc ça devient 523, donc c'est 250 plus 273,15, sur 5, qui est le volume de 5 litres. Donc, on obtient la pression totale qui est égale à 6, 1 plus alpha, et on va la remplacer dans la formule précédente. On obtient K égale 6 alpha au carré sur 1 moins alpha égale 1,8. Donc, on obtient l'équation du second degré avec un seul inconnu alpha. Donc, on peut calculer alpha. Donc, la résolution de cette équation, c'est avec delta. On va trouver deux valeurs. On va accepter une et refuser l'autre. Donc, on va accepter la valeur qui est inférieure à 1 parce que alpha doit être compris entre 0 et 1. On peut déduire la pression totale directement par application directe. On a alpha, donc la pression totale, c'est 6. 1 plus 0,42, donc ça devient 8,5. Toujours limité, c'est atmosphère. Alors, la troisième situation, la troisième expérience se réalise sur la pression constante de 1 atmosphère. Et la seule différence, c'est qu'on ajoute une quantité de chlore au début de la réaction. Donc, on va exprimer toujours l'état d'équilibre, donc le nombre de moles à l'état initial et à l'état d'équilibre. À l'état initial, donc on va porter 1,5 mol de pentachlorure de phosphore. Donc, pour les produits, on trouve 0 pour le trichlorure de phosphore et 1 mol de chlore. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté 1 mol de chlore à l'état initial. À l'état d'équilibre, c'est 1,5 moins X. Et c'est pourquoi X et non pas alpha. Lorsque l'exercice vous demande de calculer alpha, donc on exprime en fonction de alpha. Lorsque l'exercice vous demande de calculer le nombre de moles ou bien les pressions ou tout ce qui est concentration, on exprime en fonction de X. Donc, c'est 1,5 moins X. Pour les produits, donc le nombre de moles dissociés apparaît dans les produits. Donc, c'est X. Pour le chlorure, c'est 1 plus X, parce qu'il y a une quantité déjà présente au début de la réaction. Toujours on calcule le nombre de moles total pour faciliter les calculs par la suite. Nombre de moles total,
sur le nombre de moles partiels à l'équilibre. Donc, c'est 1,5 moins x plus 1 plus x. Donc, on trouve le nombre de moles total qui est égal à 2,5 plus x. Donc, toujours, c'est la même procédure, c'est la même façon de résoudre la situation. Donc, c'est K, la constante, c'est en fonction de K, constante d'équilibre. Donc, on va remplacer la valeur de chaque pression partielle en fonction de sa formule, par sa formule en fonction de fraction molaire et de pression totale. Donc, pour le trichlorure de phosphore, c'est X sur 2,5 plus X fois la pression totale fois 1 plus X sur 2,5 plus X fois la pression totale sur la pression partielle du pentachlorure de phosphore qui est égale à 1,5 moins X sur 2,5 plus X fois la pression totale. Donc, toujours, l'objectif, c'est d'avoir une équation du second degré avec un seul inconnu. Ici, la pression totale, elle est connue, 1 atmosphère. Donc, on la remplace par 1. X doit être compris entre 0 et 1,5. Donc, X doit être supérieur à 0 et inférieur à 1,5 parce qu'on a porté 1,5 mol au début. Donc, la résolution, c'est avec delta. Donc, on va accepter une valeur et refuser l'autre. On va accepter la valeur qui est inférieure à 1,5. Donc, c'est 1,13. Donc, en conséquence, donc, on peut déduire le nombre de moles de chaque substance par remplacement de X. Donc, X est connu. On peut déduire le nombre de moles de chaque constituant. Aussi, on peut calculer le nombre de moles total. Alors, on calcule aussi les fractions molaires. Les fractions molaires égale le nombre de moles partiels sur le nombre de moles total. Fraction molaire, c'est une grandeur sans dimension. Alors, on peut calculer fraction molaire de 3 gaz. Donc, on va trouver la fraction molaire de pentachlorure de phosphore, c'est le nombre de moles partiels, c'est-à-dire X, sur le nombre de moles total. On va trouver les fractions molaires de 3 gaz à l'équilibre. Donc, on a les fractions molaires, on a la pression totale qui est égale à 1 atmosphère. On pourra calculer les pressions partielles de chaque gaz à l'équilibre et on va trouver donc les pressions partielles de pentachlorure de phosphore qui est égale à 0,10 atmosphère, la pression partielle du trichlorure de phosphore qui est égale à 0,31 atmosphère et la pression partielle du chlore qui est égale à 0,59 atmosphère. Donc, les pressions partielles seront les mêmes, les fractions molaires. Pourquoi? Parce que la pression totale égale à 1 atmosphère. Alors, on pourra aussi calculer le volume occupé par le mélange par application directe de l'équation d'état des gaz parfait, V égale NFP sur T, N, nombre de moles total qui est égal à 3,63, fois R qui est égal à 0,082, fois T qui est égal à 523, sur la pression qui est égale à 1 atmosphère. Donc, on trouve le volume total qui est égal à 155,7 litres. Alors, la présence initiale, la conclusion de cette situation ou bien de cette expérience. Alors, la présence initiale du chlore à pression constante. Donc, on va augmenter la pression du chlore et on va garder la pression totale constante. Alors, pour garder la pression totale constante, on doit augmenter le volume. Par conséquent, il y aura une diminution de pression partielle par rapport à la première expérience, parce que la première expérience et la troisième sont les mêmes, sauf que pour la troisième, on rajoute du chlore. Donc, l'équilibre se déplace dans le sens 2, c'est-à-dire que le sens qui fait baisser la pression partielle du chlore. Donc, c'est le sens 2, c'est le sens qui diminue la pression partielle du chlore. Et la dissociation du pentachlorure de phosphore sera moins complète. Donc, par comparaison des pressions partielles de la première et la troisième expérience, on montre bien qu'ils ont diminué. Voilà, donc de la première expérience, donc on passe de 0,12 à 0,10 pour la troisième, pour le pentachlorure de phosphore. Pour le trichlorure de phosphore, donc on passe de 0,44 dans la première expérience à 0,31 dans la troisième expérience. Tandis que pour la pression du chlore, on passe de 0,44 à 0,59, c'est-à-dire la pression du chlore dans la troisième expérience, elle est élevée par rapport à celle de la première expérience. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté du chlore au système au début de la réaction. Donc, on termine avec l'exercice numéro 6, et on entamera le dernier exercice, c'est l'exercice numéro 7.
Alors, à 300 Kelvin, la constante d'équilibre de la réaction, N2O4, ça nous donne 2NO2, la réaction de dissociation. Donc, la constante d'équilibre égale, la constante d'équilibre égale, Kp égale 1,66. L'état d'équilibre peut être caractérisé par la valeur du coefficient de dissociation alpha. Alpha, c'est le nombre de moles de N2O4 dissociés sur le nombre de moles total ou bien initial de N2O4. On parle de N2O4 parce que c'est les réactifs qui va être dissociés pour donner les produits qui sont ici NO2. Donc, les questions, quelles sont les valeurs de alpha à 300 Kelvin sous une pression totale de 1 atmosphère et sous une pression totale de 0,2 atmosphère? Sous quelle pression le coefficient de dissociation serait-il égal à 0,99? Alors, donc ici, l'objectif de cet exercice, c'est quoi? C'est d'illustrer quantitativement l'influence de la pression sur le déplacement de l'équilibre, ou bien sur le sens de déplacement de l'équilibre. Alors, la réaction dans le sens 1, c'est-à-dire réaction de dissociation, durant le sens 1, on passe de 1 mole à 2 moles, c'est-à-dire le sens 1 fait augmenter le nombre de moles de gaz. Et la loi de Le Châtelier permet de prévoir qu'une diminution de la pression totale favorise le sens 1. Pourquoi? Parce que durant le sens 1, on va augmenter le nombre de moles de gaz. Et l'augmentation du nombre de moles de gaz fait déplacer l'équilibre dans le sens qui est fait, et l'augmentation du nombre de moles de gaz donc favorise la réaction à pression faible. Donc la réaction dans le sens 1 sera favorisée à pression faible et la réaction dans le sens 2 sera favorisée à pression élevée. La réaction dans le sens 1, c'est la réaction de dissociation. Donc, alpha, il va caractériser la réaction dans le sens 1. Il va caractériser la dissociation. C'est le degré d'avancement d'une réaction. C'est le coefficient de dissociation. Donc, on peut donc s'attendre à un coefficient de dissociation plus grand à 0,2 atmosphère. Pourquoi? Parce que 0,2 atmosphère est la pression la plus faible. Donc, la réaction numéro 1 sera caractérisée à 0,2 atmosphère. La réaction dans le sens 2 sera caractérisée à 1 atmosphère. Donc, on doit s'attendre, et alpha caractérise la réaction de dissociation, c'est-à-dire la réaction dans le sens 1. Donc, alpha à 0,2, normalement, on va la trouver plus élevé qu'à 1 atmosphère. Le calcul doit permettre de le vérifier. Alors, on ne sait rien sur la quantité de matière impliquée dans la réaction. Donc, le plus simple, c'est de raisonner sur une quantité de matière qui est égale à 1. Donc, à l'état initial, on va trouver 1 mol de N2O4. Donc, à l'état initial, pour les produits, on trouve 0. À l'état d'équilibre, donc c'est 1 moins N', donc c'est N moins N'. N, c'est 1. N', c'est 1, N alpha. Comme N ici égale à 1, donc N' égale à alpha, donc c'est 1 moins alpha. Ici, c'est le nombre de moles l'état d'équilibre, c'est alpha. Pourquoi 2? 2 alpha, parce qu'on a coefficient stoichiométrique de l'anhydride nitreux qui est égal à 2. Donc, c'est 2 alpha. On calcule le nombre de moles total, donc c'est 1 moins alpha plus 2 alpha, donc on trouve 1 plus alpha. Donc, il faut établir une relation entre alpha, K et P qui permettra de calculer alpha, puisque K et P sont connus. La base de départ ne peut être que la loi d'action de masse ou bien la loi d'équilibre, la constante d'équilibre. On va exprimer K qui est égale à la pression partielle du NO2 puissance 2 sur la pression partielle de N2O4 puissance 1, parce que la coefficient stoichiométrique est égal à 1. En y remplaçant les pressions partielles par leur expression en fonction de alpha. Donc, la pression partielle du NO2 égale fraction molaire fois la pression totale. Fraction molaire, c'est nombre de moles partiels à l'équilibre, c'est-à-dire 2 alpha sur nombre de moles total, c'est 1 plus alpha fois la pression totale. La même chose pour N2O4, c'est 1 moins alpha sur 1 plus alpha fois la pression totale. Donc, on peut ainsi établir la relation 4 alpha au carré P égale K fois 1 moins
4 alpha au carré. Pardon, K fois 1 moins alpha au carré. D'où l'on tire, donc, après simplification, donc, alpha, c'est l'inconnu, alpha égale la racine de K sur K plus 4P. K et P sont connus, donc on pourra facilement calculer alpha. Alpha doit être compris entre 0 et 1. Donc, on trouve une application numérique directe. Lorsque la pression égale à 1 atmosphère, on trouve alpha égale à 0,20. Lorsque la pression égale à 0,2, alpha, on le trouve égal à 0,41. Donc, il se vérifie donc que l'équilibre se déplace dans le sens 1, c'est-à-dire c'est le sens qui fait augmenter le nombre de moles de gaz lorsque la pression est diminuée. Donc, la réaction dans le sens 1 fait augmenter le nombre de moles de gaz. On passe de 1 mol à 2 moles. Donc, la réaction dans le sens 1 sera favorisée à pression qui est égale 0,2 à pression faible. Et on trouve alpha qui est plus grand parce que alpha caractérise la dissociation sur le degré d'avancement d'une réaction. La réaction dans le sens 2 sera favorisée inversement à 1 atmosphère et on trouve alpha égale à 0,20. Alors, la dernière question, c'est sous quelle pression le coefficient de dissociation serait-il égal à 0,99? Donc, on va prendre la même équation, la précédente. Donc, on peut déduire P. P égale à quoi? C'est K moins K alpha au carré sur 4 alpha au carré. K est connu et alpha est connu. Donc, on pourra facilement calculer P. P, on trouve égal 8,5 fois 10 à la puissance moins 4 atmosphères. Donc, la conclusion qu'on peut tirer, la réaction ne serait strictement totale que sous une pression nulle avec alpha égale à 1. Donc, lorsque alpha égale à 1, ça signifie que la réaction, elle est totale. Si on remplace alpha par 1, on va trouver la pression égale à 0, ce qui n'a pas de sens physiquement. Donc, on peut considérer que à 8,5 fois 10 à la puissance moins 4 et alpha égale 0,99 proche à 1, la réaction elle est pratiquement totale sous une pression de l'ordre de 8,5 fois 10 à la puissance moins 4. Donc, on arrive à terminer le cours et les travaux dirigés correspondants donc sur les équilibres chimiques. Là, donc, il nous reste un peu de temps. Si vous avez des questions sur les 7 exercices, alors n'hésitez pas à les poser. Je suis là à votre disposition pour répondre à n'importe quelle question. J'attends vos messages. Alors, vos questions, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas compris, pardon, si vous n'avez pas compris n'importe quel point, je peux le répéter. Vous êtes où? Est-ce que tout est clair? Envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Alors, vos questions en ce qui concerne le cours ou bien le TD, la série des exercices. Vous êtes où, mes étudiants? Est-ce que tout est clair? J'attends encore vos questions. Concernant le cours et la série des équilibres chimiques, il nous reste encore un peu de temps. J'attends vos questions. Très bien. Les gaz inertes. Alors, c'est quoi les gaz inertes? Donc, les gaz inertes sont les gaz rares de la dernière colonne du tableau périodique. Donc, pourquoi ils sont appelés inertes? Parce que leur couche électronique externe les remplit à 8 électrons, donc respectent la règle de l'octet. Donc, inertes parce qu'ils ne réagissent pas avec les autres constituants présents dans le système. Alors, dans l'exercice, donc,
je vous ai donné l'addition d'un gaz inerte à volume constant. Alors, ici, pour pouvoir examiner la variation, bien le sens de déplacement de l'équilibre lorsqu'on ajoute un gaz inerte à volume constant. Alors, puisqu'on a rajouté un gaz inerte, un gaz différent du gaz présent dans le système, il ne va pas réagir avec le monoxyde de carbone, donc on ne peut pas examiner la situation du point de vue pression totale. On doit l'examiner du point de vue pression partielle. Est-ce que les pressions partielles augmentent ou bien non? Alors, lorsqu'on rajoute un gaz à volume constant, on ne va pas changer le volume reste stable. Pour garder le volume automatiquement constant, automatiquement, on doit augmenter la pression totale. Et si on ne cherche pas la pression totale, est-ce que la pression augmente ou non? Ça ne nous intéresse pas. On cherche la variation des pressions partielles. Puisque le volume reste constant, les pressions partielles ne changent pas, ne varient pas. C'est-à-dire, lorsqu'on rajoute un gaz inerte à volume constant, il n'y aura pas de déplacement de l'équilibre. Ça, c'est une règle. Lorsqu'on rajoute un gaz inerte, quel que soit ce gaz-là, à volume constant, ne déplace pas l'équilibre. Il n'y a pas d'évolution. Alors, l'azote, ici aussi, il est considéré comme un gaz inerte, mais ce n'est pas un gaz rare. Pourquoi? Parce que l'azote, N2, donc c'est l'association, une liaison triplée entre deux atomes d'azote. Donc cette liaison, elle est très rigide, donc très difficile à faire découper. Donc c'est pour cela qu'elle est appelée gaz inerte. La deuxième situation, c'est on ajoute un gaz inerte à pression constante. Ici, on va garder la pression totale constante. Pour garder la pression, c'est la même chose. Donc, on doit examiner la situation de point de vue pression partielle. Est-ce que les pressions partielles varient ou pas? Si on garde la pression totale, la pression constante, on doit automatiquement augmenter le volume parce qu'on a rajouté un autre gaz. Donc, on doit augmenter son volume, le volume total du système. L'augmentation du volume provoque obligatoirement une diminution des pressions partielles, c'est-à-dire une dilution du système. Donc, dans ce cas-là, il y aura diminution des pressions partielles. Donc, pour pouvoir atteindre l'équilibre, ou bien le sens de déplacement de l'équilibre, c'est le sens d'augmentation, ou bien c'est le sens qui fait augmenter la pression partielle. Ici, on a un seul gaz, donc c'est le monoxyde de carbone. Donc, le sens qui fait augmenter la pression partielle, c'est le sens 1, parce qu'il y a augmentation de pression partielle, la pression partielle du CO. Donc, je répète, lorsqu'on rajoute un gaz inerte à volume constant, il n'y a pas d'évolution parce que les pressions partielles ne changent pas. Lorsqu'on rajoute un gaz inerte à pression constante, ici, la pression totale constante, on doit garder la pression constante, donc on doit automatiquement augmenter le volume. L'augmentation du volume provoque une diminution de pression partielle, donc l'équilibre selon le principe de l'échafaudier se déplace dans le sens qui fait réaugmenter les pressions partielles et on revient à notre équilibre et on examine la situation, quel sens va augmenter le nombre de moles de gaz. Donc, avant de procéder à la résolution de l'exercice, il faut d'abord raisonner. Il faut d'abord mettre devant vous le principe de l'échafaudier. Une fois que vous avez mis devant vous le principe de l'échafaudier, la résolution de l'exercice sera très facile. Alors, pour le fichier, donc le fichier, normalement, il est disponible sur la plateforme. Le fichier du corrigé des travaux dirigés, il est disponible sur la plateforme. Alors, vous pouvez rentrer à la plateforme pour récupérer le fichier. Est-ce que toujours quand... Oui, bien sûr, toujours lorsque la variation de l'enthalpie libre elle est positive, la réaction est endothermique. Ça, c'est une règle. Et lorsque delta H est inférieur à 0, la réaction dans ce cas-là est exothermique. Pourquoi endothermique delta H supérieur à 0? Parce que le système, il a gagné de l'énergie, il a gagné de la chaleur. Donc, delta H, elle est positive. Tandis que pour la réaction exothermique, elle est négative inférieure à 0. Pourquoi? Parce que le système, il a perdu de la chaleur. Donc, moins
son enthalpie sera négative. Alors, c'est clair pour tout le monde. J'attends encore vos questions. De rien, je suis à votre disposition. Alors, je tiens aussi à attirer votre attention que ce n'est pas une règle que toujours la réaction dans le sens 1 est endothermique ou bien le sens 2 est exothermique. Ça, tout dépend de la variation de l'enthalpie. Donc, on détermine le sens ou bien le type de la réaction. Est-ce que la réaction est endothermique ou bien exothermique en fonction de la variation de l'enthalpie. Si la variation de delta H est positive, donc la réaction dans le sens 1 sera endothermique et inversement, le sens 2 sera exothermique. Et si delta H est négative, c'est-à-dire inférieur à 0, cela signifie que la réaction dans le sens 1 est exothermique et la réaction dans le sens 2 sera endothermique. Donc, je répète, il faut d'abord raisonner avant de procéder à la résolution de l'exercice. De rien, je suis à votre disposition. Donc, si vous aurez des questions dans le futur, vous pouvez me l'envoyer sur ma boîte mail mikahlieleila@gmail.com et je répondrai à vos questions sans problème. Alors, merci à votre attention. J'attends encore puisqu'il nous reste 1 minute ou bien 2 minutes. J'espère que vous êtes satisfait. D'accord, je suis encore en ligne. Alors, donc merci à vous et au revoir. Alors, on est limité par le temps, je suis désolée. On n'a que 1 heure et demie et on a 7 exercices. Donc, c'est pas grave. Si vous aurez des questions, vous me l'envoyez par boîte mail. Et vous avez le corrigé sur la plateforme. Vous pouvez le récupérer. Donc, le corrigé de tous les exercices. Donc, sont trop clairs sur le document Word. Vous pouvez le consulter et encore réviser le cours et réviser la série des TD. Et si vous aurez des questions, vous pouvez me l'envoyer. Je suis désolée pour la rapidité parce qu'on est limité par le temps. Vous êtes satisfait maintenant? Ok. Alors, au revoir. Alors, merci à vous. Au revoir.